Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant un asthme aigu grave. Donc, comme définition, l'asthme aigu grave ou exacerbation sévère d'asthme, c'est une crise inhabituelle avec une obstruction bronchique sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court terme de patient. On distingue deux entités. On a crise d'apparition progressive ne répondant pas au traitement classique, d'où la notion importante de syndrome de Monas, et on a le bronchospasme suraigu qui peuvent mettre ou bien entraîner le décès de patients en quelques heures, voire en quelques minutes. Le diagnostic de l'asthme aigu grave est tout d'abord clinique, et dans la clinique on commence par l'interrogatoire. Dans l'interrogatoire, il faut identifier les facteurs favorisants directement liés à l'histoire de l'asthme de patients et aux conditions psychosociales, notamment l'instabilité et l'ancienneté de l'asthme, des antécédents d'hospitalisation ou bien d'intubation pour un asthme aigu grave, un traitement de fond inadapté ou arrêt récent des corticoïdes, une maladie cardiaco-respiratoire sévère associée, une intolérance ou bien à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiennes, et finalement la non-observance de traitement, des rendez-vous de consultation ou des difficultés d'accès de soins. Il faut aussi dans l'interrogatoire préciser les modalités d'apparition. Là, on pose la question, est-ce que l'asthme est apparu après une exacerbation d'aggravation progressive ou bien une exacerbation d'aggravation rapide au moins de 24 heures. Rarement on a un asthme qui est suraigu en moins de 3 heures, et là on a dit que cette entité peuvent entraîner le décès de patients en quelques heures voire quelques minutes. Il faut aussi détecter ou bien chercher les facteurs déclenchants, notamment une surinfection bronchique ou pulmonaire, une exposition allergénique massive, un conflit ou stress psychologique ou bien une prise médicamenteuse contre-indiquée. L'examen physique, là, dans l'examen physique, il faut chercher les signes respiratoires orientant vers un asthme aigu grave. Et là, on a une position assise ou penchée en avant à cause de l'incapacité de tolérer le décubitus dorsal. Aussi, on peut trouver une cyanose ou non en fonction du degré de l'hypoxémie. On trouve aussi une dyspnée qui est très caractéristique, c'est une dyspnée expiratoire sifflantes qui peuvent être audibles même sans stéthoscope. On a aussi la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, notamment un terrage susternal, intercostal ou bien sous-clavier. Aussi, il ne faut pas oublier de chercher les signes orientant vers une gravité extrême de l'asthme aigu grave, notamment des signes neurologiques, troubles de conscience, coma respiratoire, pause ou arrêt respiratoire, balancement thoraco-abdominal, silence auscultatoire et hémodynamique, un collapsus hémodynamique. Donc, comme on a dit au premier que c'est l'examen ou bien le diagnostic positif, il est tout d'abord clinique. Aucun examen paraclinique ne doit retarder la prise en charge thérapeutique essentielle ou bien initiale. Pardon. Donc, 3 examens complémentaires à demander en premier, essentiellement, c'est la gazométrie, tout premièrement la gazométrie artérielle pour apprécier ou bien quantifier l'hypoxémie. Après, on recherche une hypercapnie qui est un signe de gravité. Aussi, on peut trouver une normocapnie, alors que chez un asthmatique, on s'attendrait à une hypocapnie. Donc ça, faut alerter également le clinicien. La radiographie thoracique, elle est systématique. Elle est demandée pour rechercher une complication, notamment pneumothorax, pneumomédiastin, aussi chercher une cause de décompensation et pour éliminer
le diagnostic différentiel. Donc concernant le débit expiratoire de pointe dans l'asthme, sa mesure est aussi utile que la mesure de pression artérielle chez l'asthmatique. Donc dans la phase aiguë, donc il va aider le clinicien à apprécier le degré de la gravité. Donc lorsqu'il est réduit de 40 à 70%, là on parle d'une obstruction sévère. Et lorsqu'il est réduit de 25 à 39%, on parle d'une obstruction modérée. Aussi, il est utile pour évaluer la réponse au traitement et pour décider ou bien orienter l'orientation ou bien la phase secondaire de traitement. Donc concernant le diagnostic, ou bien après de parler du diagnostic différentiel, faut pas oublier aussi de demander un NFS et un ionogramme pour rechercher une déshydratation et aussi pour contrôler la calémie et la glycémie qui peuvent être changées par le traitement bêta de mimétique. Le diagnostic différentiel, donc généralement, il est facile à éliminer sur des arguments cliniques et radiologiques. Donc on a notamment le bronchopneumopathie obstructive, l'insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire et corps étranger. Donc arrivons maintenant à la conduite à tenir. Donc la conduite à tenir, normalement, il est commencé au domicile de patient et pendant le transport à base d'une oxygénothérapie nasale 3 à 6 litres par minute, bêta de mimétique inhalée, salbutamol, 2 à 4 buffets, 3 fois la première heure au moyen d'une chambre, donc au moyen d'une chambre d'inhalation, et corticothérapie systématique prednisone ou prednisolone per os en une prise unique ou méthylprednisolone en intraveineuse. Le traitement en milieu hospitalier donc consiste à des mesures générales qui sont premièrement l'hospitalisation en réanimation, repos au lit, position demi-assise, adapter l'oxygénothérapie et en voie veineuse périphérique. Donc lorsqu'on n'a pas de défaillance hémodynamique, donc le traitement repose sur une nébulisation en salbutamol 5 mg par 10 minutes, 3 fois dans la première heure avec un débit de 6 à 8 litres par minute, puis une fois toutes les 3 à 4 heures. Donc le bénéfice d'épratropium, il est pas clairement identifié, mais certains auteurs ont conclu le bénéfice de cette adjonction au bêta-2-mimétique dans le cas de l'asthme grave et sévère chez l'adolescent et l'enfant. Pour cette raison, il est largement utilisé en adjonction à la salbutamol, donc 0,5 mg par 10 minutes, une fois dans la première heure, puis maximum 3 fois par jour. Donc aussi, il ne faut pas oublier la corticothérapie systématique. Donc on utilise prednisone 50 mg per os ou bien on utilise le prednisolone 50 mg intraveineuse. Donc voie orale ou parentéral ont la même efficacité dans les mêmes délais. Et la posologie optimale de la corticothérapie systématique au cours de l'asthme aigu, il est pas connu. Donc, mais l'administration des posologies qui sont élevées à l'équivalence de plus de 80 mg de prednisone n'apporte pas de bénéfices supplémentaires et n'est pas recommandé. Les guidelines recommandent généralement l'administration d'une seule dose en 24 heures, mais les guidelines britanniques suggèrent comme alternative d'administrer la dose totale en 4 injections intraveineuses toutes les 6 heures, toutes les 6 heures, oui. Donc donc la dose de 50 mg intraveineuse, donc en 4 injections intraveineuses toutes les 6 heures.
Donc si on a une défaillance hémodynamique, là il faut ajouter l'adrénaline 0,5 mg par heure à adapter secondairement. Donc si on a une absence d'amélioration, là il était anciennement suggéré d'utiliser le salbutamol, la seringue autopulsée 0,5 mg par heure à majorer toutes les 10 minutes par palier de 0,5 mg jusqu'à l'arrivée de 5 mg par heure, mais les travaux récents concluent que la perfusion veineuse continue n'a pas démontré de supériorité et il ne faut pas utiliser ou bien probablement pas utiliser de bêta-2 mimétique par voie intraveineuse. Donc comme alternative, c'est d'intensifier le traitement déjà insaturé. On peut aussi considérer l'administration de sulfate de magnésium, 1,2 à 2 grammes en intraveineuse en 20 minutes. Son effet bronchodilatateur il est largement débattu dans la littérature, mais son profil de sécurité favorable explique qu'il est régulièrement prescrit dans cette situation. Donc dans cette situation, le patient est généralement admis dans une unité de soins intensifs pour la surveillance, la poursuite de traitements médicamenteux et le support mécanique ventilatoire lorsqu'il est nécessaire. Donc si l'état de patient s'améliore, on surveille le patient dans le service d'urgence 2 heures et si cette stabilité persiste, là, il faut préparer le patient pour le retour à domicile et là, il faut faire une bonne préparation pour éviter les rechutes précoces. Cette préparation se fait à base d'un contrôle médical et là, il faut programmer une consultation le plus tôt que possible. Il faut aussi vérifier avec le patient la technique des traitements inhalés et il ne faut pas oublier une prescription de traitement à base de corticoïdes systématiques, 50 mg de prédnisone par jour, 5 à 10 jours, et couverte de corticoïdes inhalés associés à un bronchodilatateur bêta-2 mimétique de longue durée d'action. Concernant les indications de la ventilation mécanique, c'est dans les cas où on a trouble de la conscience, hypoxémie réfractaire, acidose hypercapnique en aggravation ou bien des signes d'épuisement respiratoire. Donc comme conclusion, l'asthme aigu grave, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui nécessite une prise en charge adaptée dès la phase pré-hospitalier et ou urgence. Et après la phase aiguë, là, faut programmer une prise en charge en pneumologie pour insaturer un traitement de fond, éduquer le patient et mettre en place un suivi pour éviter les récidives. Et donc, je vous remercie.